Bon après-midi à vous tous. Merci beaucoup de nous accompagner à cette table ronde qui s'appelle Autour et à travers les trois temps, qui fait référence à l'exposition, l'extraordinaire exposition qui se trouve maintenant au musée Reina Sofia et qui sera encore à notre portée jusqu'au 27 septembre. Donc nous avons eu l'occasion et nous avons encore l'occasion de profiter d'un événement extraordinaire dans le panorama culturel espagnol et européen. C'est une exposition singulière, un exercice inédit jusqu'à maintenant. Et nous, bien entendu, à Casa Árabe, nous avons été très très satisfaits de cette initiative et nous nous sommes ralliés à ce projet avec enthousiasme, ce projet qui s'appelle Entre-temps, que Susana Moliner est la commissaire. Et bon, nous avons eu des mois très compliqués, nous le savons tous, et certaines de ces activités ont dû être différées. Et c'est la raison pour laquelle nous avons encore des choses à présenter ce mois-ci. Entre autres, une table ronde qui se tiendra dans cette même salle le 21 septembre. Présence et invisibilité africaine, qui se tient à 19h. J'ouvre une parenthèse pour vous dire qu'à partir du 27 septembre à Casa Árabe, toutes les conférences vont se tenir à 18h. Nous essayons donc d'œuvrer à la conciliation de la vie familiale aussi. Et donc, maintenant, allons au grain, disons, cette table ronde. Nous avons Abdellah Karoum, qui est commissaire de l'exposition du musée de Doha. Et nous avons aussi Driss Xiques, qui est un des intellectuels marocains les plus importants du Maroc. Et Susana va faire les présentations de rigueur. Susana, je disais, donc la commissaire de tout ce programme. Elle mérite un grand applaudissement parce qu'elle a énormément travaillé pour que ce programme ait pu avoir lieu. Elle l'a fait avec beaucoup de succès en se basant surtout sur son énorme expérience. Elle a beaucoup travaillé, elle est commissaire, producteur culturel. Elle a une énorme expérience de travail dans le contexte européen, espagnol, mais également dans le contexte africain, où elle a mené à bien des activités à Dakar, à Bamako. Elle a fait du conseil, elle a travaillé en matière de coopération, elle a collaboré avec la mairie de Madrid, l'UNESCO, donc elle a une longue trajectoire en matière de culture et grâce à tout ce travail, elle a pu mettre en place toutes ces activités et conformer cette proposition qui s'appelle donc Entre-temps. Voilà, c'est tout. Je vous laisse la parole. Vous avez beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup à tous les trois et j'espère que tout se passera très bien. Merci beaucoup. Et merci à tous et à toutes d'être venus ce mercredi de septembre avec ces nuages qui menacent la tempête. Comme disait Nouria, cette rencontre entre Abdellah et Driss, et qui sont d'ailleurs ici avec nous, bien présents, et dans ce programme que nous avons mené à bien avec la collaboration du Reina Sofia et Museo Situado, musée situé, qui est une initiative qui dépend du musée et qui travaille dans le contexte proche du musée, dans une activité plus poreuse avec Casa Árabe et le soutien de Media Lab Prado. Et nous avons pu justement faire les travaux de résidence. Ce programme, bon, nous avons passé depuis notre collectif et la proposition, c'est d'articuler certains espaces de production et qui accompagnent où Abdellah propose dans cette exposition l'activation de réseaux entre les agents culturels invités du Maroc et les agents locaux d'ici de Madrid. Nous avons essayé
Et c'était justement la difficulté que mentionnait Nouria avec ces changements de dernière heure. Nous avons essayé de créer cette constellation de savoir et d'activité entre les choses les plus intéressantes qui se passent maintenant, dans ce qui suppose la production culturelle, critique, le travail dans une perspective transdisciplinaire dans le territoire marocain, avec ce qui se passe maintenant de l'autre côté, dans l'autre rive, et rendre possible cette reconnaissance mutuelle si nécessaire entre les deux rives. Et c'est donc fondamental. Nous avons mené à bien ces activités pendant le mois de mars et nous avons travaillé cet entre-temps. On cherchait cette idée de l'interstice, de la transdisciplinarité, cette rencontre, et nous avons vu le lien entre l'intime et le social, le rapport avec l'identité africaine, dont nous parlerons la semaine prochaine, l'hybridation des savoirs et des connaissances entre les différents artistes qui sont présents dans cette exposition, jusqu'à la production critique de publications indépendantes depuis les années 60 jusqu'au plus actuel, ce qui est publié maintenant à Casablanca et à Rabat, et la diversité des liens amoureux et la manière d'habiter l'espace public. C'est donc une publication qui s'est faite entre différents temps. Et donc là, dans ce dialogue entre Abdellah Karoum et Driss Xikes, nous voulons porter un regard sur ces productions culturelles, sur le travail de ces artistes et voir comment cela peut rendre possible un nouveau sens du collectif, générer d'autres imaginaires pour voir ce contexte de fragilité, de vulnérabilité où il y a le Maroc, mais aussi le monde entier. Ce qui nous intéressait dans cette conversation, dans ce dialogue, c'est voir les aspects d'émancipation et de transformation que l'art rend possible. L'art compris comme l'art dans l'histoire de l'art et les productions culturelles qui habitent d'autres territoires transdisciplinaires. Et pour ce faire, nous avons proposé à Abdellah et à Driss de passer en revue ce qui s'est passé dans ces trois périodes temporelles, ces trois temps qui encadrent cette magnifique exposition, parce que je ne me lasserai pas de dire que c'est une exposition merveilleuse où l'histoire traverse toutes ces productions des différents artistes juste avant l'indépendance. Alors, c'est donc trois temps. La transition à l'indépendance de 1950 à 69, les années de plomb de 1970 et 99, et un troisième temps avec l'arrivée du roi Mohamed VI, donc de 2000 à 2020, avec le printemps arabe, cette génération 2000 à laquelle a tellement travaillé Abdellah. Alors, cette rencontre est divisée en deux parties. Dans une première partie, nous avons proposé que Driss et Abdellah fassent une intervention de 25 ou 30 minutes. Et ensuite, l'idée, c'est de pouvoir avoir un débat. Donc, dans la première partie, nous avons proposé à Abdellah, par le biais de l'histoire de l'art, qu'il nous ébauche un peu ce que propose l'exposition et qu'il nous parle du rôle du citoyen parfois, parce que dans ce travail curatorial, c'est quelque chose qui apparaît très souvent. Et dans une deuxième partie, Driss Xikes, qui a un regard très très intéressant parce que précisément il est en dehors de l'histoire de l'art. C'est une perspective décentrée, latérale, transdisciplinaire et nous lui demandons de commenter quels peuvent être ces trois temps proposés par l'exposition et par ce que propose Abdellah, quelles sont les productions, les récits, les agents, pas nécessairement des artistes plasticiens ou visuels, qui ont eu une pertinence importante dans le panorama artistique et culturel marocain. Alors sans autre, je vais présenter d'abord Abdellah Karoum, qui écrit
critique d'art et commissaire d'exposition. Comme le disait avant Nouria, il est directeur du MATAF, du Musée arabe d'art moderne à Doha, à Qatar. Il est aussi fondateur de l'appartement 22. C'est un des endroits les plus particuliers de Rabat qui a ouvert en fait l'espace à des pratiques artistiques indépendantes et à l'expérimentation en 2002. Ça fait déjà un certain temps, mais qui est toujours actif et qui a été commissaire aussi de l'exposition Trilogie marocaine et Our World is Burning en 2020 au Palais de Tokyo. Bon, s'est chargé de beaucoup d'expositions, je ne peux pas les citer tous, et il est très lié aussi au continent africain, la Biennale de Dakar, la Biennale de Bénin, et il a toujours porté un regard très intéressant, une perspective très large sur le territoire du Maroc lié à tout le territoire africain. Quand vous voulez, Abdellah. Merci beaucoup. Susanna. Je voudrais d'abord dire merci, un grand merci pour vous, pour la Casa Arabe, Susanna, Nouria, pour organiser ce programme et nous accueillir aujourd'hui. Aussi pour ce programme qui va bien au-delà, qui est expanded, qui englobe de manière très large beaucoup d'activités, beaucoup de champs disciplinaires ou indisciplinaires, comme dirait Driss plus tard, et toutes les activités proches de nous qui se passent actuellement au Maroc, aussi bien dans le champ artistique, culturel en général, et même dans le champ social et activiste. Je voudrais dire aussi vraiment merci au Reina Sofia, à l'équipe du Reina Sofia, pour l'organisation de cette exposition, cette grande exposition, notamment sous la direction de Manuel Borja-Villel, Teresa, l'équipe de Patricia et tout le monde, de toute cette équipe, qui ont fait que pendant toutes ces années, fait que ce projet soit possible. Et voilà, je vais dire ça. Ensuite, tout d'abord, pour vous donner un peu une idée sur ce soir, c'est ce que je voudrais vous dire. D'abord, je vous invite à voir l'exposition si vous ne l'avez pas fait. Car je ne vais pas montrer des images, je vais juste faire défiler quelques images de l'exposition, mais je ne vais pas parler de chaque œuvre, je ne vais pas faire de commentaires d'œuvres, et je ne vais pas lister tous les artistes tout de même, parce qu'on peut aussi le trouver soit sur le site du musée ou sur diverses plateformes dans tous les détails, et la publication va aussi sortir bientôt. Ce que je vais faire dans ma brève introduction, disons, ce soir, c'est donner quelques, disons, pistes de réflexion qui pourraient peut-être paraître aussi comme des provocations pour Driss à travers le travail de préparation de l'exposition, mais aussi en relation avec les œuvres, avec ce qu'elles veulent dire. Mon propos va être quelquefois, parfois fragmentaire, mais ce sont des points qui sont importants dans l'élaboration du travail curatorial en général et dans la mise en place de l'exposition, dans le laboratoire, disons, curatorial de l'exposition. Voilà, ça c'est... donc je vais en même temps parler de la structure, de comment cette exposition se structure, mais aussi donner des indications ou des références pour notre discussion dans la troisième partie de ce soir, que je pense sera intéressante et provocative aussi. Donc, une exposition a une dimension historique, notamment cette exposition. Elle pose des questions importantes. Ces questions sont liées aux œuvres, bien sûr, mais aussi au contexte dans lequel la production artistique se fait, où la production artistique circule, ou parfois ne circule pas, pour diverses raisons. Parfois, des œuvres sont visibles au moment où elles se font, où elles se créent, dans un certain contexte, mais elles disparaissent, et parfois, elles ne sont visibles que plus tard. Nous avons des exemples de beaucoup d'œuvres, notamment dans une des périodes où les œuvres sont faites dans les ateliers d'artistes. Ils sont très
disons, dans une sorte de vérité de la relation de l'artiste avec le milieu où il travaille. Mais ces œuvres-là ne voient pas le jour, ne sont pas confrontées au réel pour lequel elles ont été créées, donc elles ne sont pas débattues, elles ne sont pas perçues, donc elles font écho au réel seulement dans l'atelier d'artiste et elles ne jouent pas leur rôle, elles ne sont pas projetées face au public pour lequel l'artiste les adresse. Ça, c'est quelque chose que l'on va voir dans une expo telle que Trilogie marocaine, qui a une dimension historique, mais une dimension historique qui va aussi recontextualiser le moment de création des œuvres, qu'elles soient perçues à ce moment-là ou qu'elles ne soient pas perçues. C'est un point important puisque on aura vu, j'y reviendrai plus tard, on aura vu l'émergence de langage artistique à des moments précis, en écho à une situation culturelle, historique, sociale, mais qui n'est pas activée à ce moment-là. Là, c'est peut-être Driss répondra mieux que moi sur le plan conceptuel. Donc, ils ne sont pas toujours en mesure de rester, d'être visibles à ce moment-là. Dans cette brève introduction, avant la discussion donc avec mon collègue Driss, il s'agit de donner donc des arguments en 3 points pour moi, 3 points structurant la trilogie marocaine, en filigrane de cette exposition, on le perçoit. Premièrement, évoquer l'histoire de l'art dans sa continuité, mais aussi dans ses ruptures. Bien sûr, on parle du contexte du Maroc, mais c'est comme une sorte de sample d'exemple qui peut être valide pour d'autres contextes. Je vais expliquer par rapport à cela le choix de découpage en 3 chapitres, du moins dans cette version du projet d'exposition au Reina Sofia. Deuxièmement, je vais interroger les récits existants et les comparer aux histoires plus proches de nous, des artistes, des histoires de chaque artiste, des histoires de vie, mais des histoires de création de leurs œuvres. Troisièmement, sortir des cercles disciplinaires pour faire appel aux multiples entrées possibles, pour comprendre les liens entre les arts, la peinture, cinéma, poésie, théâtre, qui sont tous quelque part référencés dans l'exposition de Trilogie marocaine. Donc, cette approche nous permet aussi de regarder les expressions actuelles, les relier aux univers différents, avec des arguments structurants qui sont contenus dans la présentation de l'exposition telle qu'elle est aujourd'hui au Reina Sofia. Donc je fais une sorte de commentaire sur la réalité des œuvres cette sorte de commentaire, c'est aussi l'écho au travail curatorial qui en réalité n'est autre qu'un système ou qu'une sorte de cadre pour guider l'audience à naviguer entre les dimensions historiques de l'expérience des œuvres. Aussi bien la dimension historique par rapport au contexte que le sens, disons, artistique des œuvres ou le langage de l'artiste lui-même. Ça, donc, c'est les trois choses, les 3 idées qui sont en filigrane. La complexité d'une expo de groupe, disons, c'est telle de cette dimension-là, qui inclut une diversité de contextes, d'artistes, de langages. C'est bien de faire cette collection de choses et leur donner sens par rapport à une géographie, disons. Il peut être une géographie là définie, mais elle n'est pas exclusive, puisque les œuvres, comme les artistes, sortent de cette définition de géographie. Donc, il s'agit bien d'une exposition collective, dans tous les sens du terme. Je dirais collective par la mémoire partagée des artistes en nous présentant les œuvres. Il faut regarder les archives qui sont dans les expositions, aussi bien de publications, de livres, de journaux, de notes d'artistes, de photographies privées d'artistes, d'ateliers.
je dirais aussi collective dans l'esprit de solidarité, au pluriel, transdisciplinaire, de chacun des mouvements qui se sont formés. Je dirais collective aussi dans le sens de collection, aussi bien collection privée que publique, qui permettent la visibilité de ces œuvres pour les générations futures. Et enfin, c'est peut-être pas le dernier point, mais ici, aujourd'hui, enfin, je dirais collective dans la manière avec laquelle ce projet s'est construit au fil de ces 5 années de préparation et de dialogue que nous avons eu avec les équipes du Reina Sofia ici à Madrid. Un dialogue qui continue depuis une longue période. Je me souviens, il y a une dizaine d'années déjà, on a engagé une douzaine d'années, on a engagé un dialogue avec Manolo, Manuel Borja-Vila, le directeur de Reina Sofia, sur... C'est un des lieux, disons, d'éducation aujourd'hui, qui est un mot qui est très important pour le musée, mais aussi pour moi. Et ce dialogue, pour moi, depuis 10 ans, fait que cette exposition est ce qu'elle est aujourd'hui. Donc ce n'est pas une exposition événement, c'est une exposition qui est un aboutissement de beaucoup d'années de recherche et de ce dialogue continu, et elle fait sens ici, et elle est ce qu'elle est par la rencontre et le projet du Reina Sofia de faire des expositions comme ils le font, et mon intérêt de faire une exposition rêvée, disons, Driss le sait, il y a peut-être même plus de 20 ans, pendant que je faisais l'appartement de Rabat, j'approchais l'État au Maroc, je voulais faire cette exposition historique dans ce sens, et là, avec le musée et le dialogue et la complicité, disons, de cette équipe-là, cela a fait que c'était possible. Voilà, maintenant je vais peut-être entrer un peu dans le vif du sujet avec l'exposition même et avec le découpage. Donc le découpage en 3 chapitres qui répond à la nécessité aussi bien architecturale du lieu même d'exposition et qui reflète ces 3 chapitres, ces 3 périodes, disons. C'est ainsi qu'une exposition se crée aussi. Les chapitres sont définis, même si, disons, quand vous allez voir le plan de la structure de comment est fait le bâtiment du Reina Sofia, on est en 3 ailes comme ça, donc c'est une forme de aile comme ça, et c'est une sorte d'heureuse coïncidence que le plan de l'exposition correspond à l'idée de ces 3 chapitres. Dès les premiers sketchs de l'exposition reflètent cette idée de trilogie avec beaucoup de discussions avec l'équipe du musée. Donc voilà, donc cette architecture correspond à ces périodes de l'exposition, et le découpage, c'est un choix, bien sûr. C'est un choix. Donc premièrement, on a le premier chapitre que je définis, premier chapitre 1950-1969. On voit peut-être quelques images dans les premières salles. Il s'agit d'un moment que j'appelle post-indépendance, où il s'agit d'une recherche de langage à ce moment-là, reliant les expressions modernes aux héritages, et en parallèle, il s'agit de l'aspiration à une libération culturelle. Libération culturelle qui viendrait beaucoup plus tard que la libération militaire ou du colonialisme militaire, comme c'est souvent le cas dans beaucoup de pays. Nous pourrions parler de passage de l'indépendance au lieu d'une période de post-indépendance, puisque le passage inclut avant-après, le moment de l'indépendance. Le Maroc est indépendant, disons, déclaration et indépendance militaire en 1956, et l'exposition commence effectivement en 1950, donc on est un peu avant, mais tout le débat sur l'indépendance est bien avant, tous les groupes d'influence commencent bien avant, toutes les machines de la structure future du pays commencent bien avant, en tout cas de cette période post-coloniale. Il y a un pays avant, il y a un pays après, il n'y a pas rien avant, il y a quelque chose. Donc, et dans ce passage, il y a dans le champ de l'art cette recherche de construire, de chercher, de créer un langage, de créer
disons, des œuvres visuelles qui ont un caractère d'appartenance, quelque part, à cette culture. Donc l'artiste va créer des œuvres qui parlent à sa société et qui prend position aussi vis-à-vis du colonialisme, d'où ces histoires de relations avec l'artisanat, avec l'héritage, avec les matériaux, le divorce, disons, avec la culture coloniale, mais tout en l'intégrant complètement, puisque il s'agit bien de construire sur ce qu'on a, ces héritages multiples, y compris l'héritage colonial. Donc ça, c'est la première période que l'on voit dans l'exposition, et on le voit entre les œuvres, les diverses expressions et les informations qui relient cette époque aux autres cercles et aux autres champs. La deuxième période, 1970-1999, vous allez voir que je commence toujours avec une année, avec un zéro, avec l'année d'une décennie, et ça se termine à la fin d'une décennie. Ce qui fait qu'en fait, c'est un découpage qui est vraiment un choix, mais qui est assez relatif, et ces périodes vont se recouper. 1970-1999, qui correspond pour moi aux années de plan, mais en réalité, cette période est beaucoup plus étendue si on parle d'années de plan. Puisque certains diront que les années de plan ne se sont jamais arrêtées jusqu'à aujourd'hui et ont commencé bien avant, dans les années 50 au Maroc, puisqu'il s'agit vraiment d'une perception, d'une définition qui part de réalité, de faits, de faits sociaux, politiques, de choix et de méthodes de gouvernance, disons. Et qui dans l'art, il va y avoir des échos, puisque l'artiste n'est pas dissocié du projet de société. L'artiste est un acteur, l'artiste est actif. Donc, il y a cette période caractérisée par un certain nombre d'œuvres fortes, des expressions anti-système, et ces idées anti-système de cette période, ces idées se reflètent dans les œuvres, aussi bien littéraires que cinématographiques, et on voit vraiment directement, on sent et on image d'époque dans certains films qui sont dans les expositions. Et ça, c'est une période. Ces deux premières périodes, pour moi, ce sont des périodes qui font partie de la mémoire. Donc, moi-même, ou les artistes d'aujourd'hui, on ressent le poids de cette histoire. Mais ils sont aussi comme un écran, ce sont des informations, ce sont des héritages, disons. La mémoire collective, des récits, livresques, des récits même de gens. Et j'en viens à la troisième partie, 2000-2020, avec une génération d'artistes plus jeunes, disons, à partir de ma génération, peut-être pas si jeune que ça, mais en tout cas présent, qui est très active aujourd'hui. Donc 2000-2020, la génération 00, je la définis dans les années 2000. Vraiment le passage du troisième millénaire et la première décennie du troisième millénaire, 00, comme vraiment les 2-0 de 2000, caractérisé par la rupture, et qui se fait sur les plans aussi bien intellectuels que conceptuels avec les générations précédentes. On va voir pourquoi, et on peut en débattre tout à l'heure de manière plus pragmatique. On le voit dans le matériau même de l'art, qui est radicalement transformé, aussi bien physiquement, comme on approche l'espace, on utilise les matériaux, et dans le concept même de l'art, à quoi ça sert et de comment il est fait. Je peux dire de cette génération, qui est en fait celle que j'ai accompagnée le plus, parce que c'était ma génération, c'était la génération d'artistes que je rencontrais au Maroc au tout début des années 2000, quand je cherchais des espaces de rencontre pour les artistes, d'où l'appartement 22, entre parenthèses, dont j'ai visité les ateliers, dont j'ai assisté à l'émergence d'ateliers, dont j'ai assisté à leur projet de créer des espaces pour montrer leurs œuvres. Et ça, il y a beaucoup d'exemples, Eto Barada, d'autres, Hassan Darsi et d'autres. Et je me sentais
disons, un peu complice, comme un curateur qui ouvre, comme un éditeur qui fait une petite maison d'édition, un artiste ouvre son espace. Et donc, quelque part, il y a une sorte de coprésence, disons, de partage de préoccupations. Voilà, donc ça, c'est ces trois périodes. Et bien sûr, peut-être Driss va aussi développer un peu plus. Encore une fois, ces trois périodes, ces découpages, parfois s'enchevêtrent, il n'y a pas de découpage très strict, mais ça donne quand même très schématiquement un sens. Je pense que ma lecture donne quand même un sens assez, disons, schématique, mais important pour comprendre, disons, cette longue histoire de l'art au Maroc. Donc, c'est une exposition qui se construit dans cette densité de l'histoire. Des couches qui se sont accumulées, les unes sur les autres, et dont certaines n'ont jamais été explorées auparavant, pour des raisons diverses, encore une fois, exactement comme des couches de strates géologiques. Donc, il y a des productions, des strates, et parfois des formations de mouvements, des formations d'œuvres, des productions qui vont rester cachées dans toutes ces strates-là, et que cette exposition, à un moment donné, va révéler. Ce n'est pas le seul champ, et on n'a pas tout révélé, il y a encore beaucoup de cachets, je vais le dire peut-être plus tard, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore, et qu'on n'a pas encore découvert, et qu'on n'a pas encore, vraiment, on n'a pas soulevé certaines roches pour voir. Il y a des œuvres qui montrent cette dimension et cette complexité historique. Si vous regardez le film de Ali Safi, dans l'exposition au tout début du deuxième chapitre, qui s'appelle Before the Dying of the Light, vous verrez bien le créateur lui-même, Ali Safi, réfléchir sur le sens plutôt les créateurs qui sont filmés, ou dont il a utilisé les archives, puisque ce film est un collage d'archives. On les voit réfléchir sur le sens de leur art et de questionner ses fondements et sa fonction dans la société. À quoi ça sert, pourquoi, comment le faire, pourquoi on le fait comme ça, est-ce que ça fait sens, est-ce qu'il y a une chose nationale ou pas. Enfin, toutes ces questions-là sont posées à ce moment-là, et l'artiste va parler de ces strates et de cette, disons, découverte et montrée. Donc, dans l'œuvre même, il y a déjà un travail sur l'histoire. Et en même temps, dans ce montage-collage, Ali crée un dialogue entre le regard actuel et la dimension mémorielle et historique de l'art. Donc, vraiment, on pose la question de l'art, et à ce moment-là, notamment dans les années 70 et des avant-gardes et des différents moments. Je donne juste un autre exemple dans l'exposition qui parle de cette dimension d'histoire et de mémoire. C'est l'œuvre de Mostafa Akrim, intitulée « Histoire plus que parfaite ». C'est cette œuvre qui appelle à participer le public, à gratter. Ici, l'artiste va plus loin en invitant le public donc à gratter et à révéler les images historiques et déconstruire cette densité de l'histoire par l'effacement du mur, le grattage pour déterrer les images de mémoire. Et cette histoire plus que parfaite, puisqu'elle est toute blanche, couverte, elle va devenir pour lui un geste de déterrer et qui devient moins parfaite dans l'œuvre. Et en fait, c'est pour un peu dénoncer cette histoire plus que parfaite. Plus que parfaite, d'abord c'est passé, plus que parfait. Donc en français c'est plus que parfait, mais plus que parfait c'est pratiquement, disons, quelque chose comment dirais-je, sans être... plus que parfait voudrait dire que l'histoire est parfaite, mais plus. C'est cette sorte d'arrogance nationaliste, disons. Bon, je ne vais pas aller dans les extrêmes, on sait ce que c'est, ce que ça donne quand on dit on est mieux que tout le monde et on est plus que parfait, donc on est parfait. Tout ça. Et donc, Mostafa Akrim déterre ça. Et il y a un livre d'un écrivain qui a déjà à cette époque-là écrit un livre qui s'appelle Le Déterreur, et c'est Mohamed Khairuddin, qui s'appelle Le Déterreur. Nbish, tu vois. Quelqu'un qui gratte. Bon, ça a aussi un sens en arabe, en darijan, qui est Nbish, ça veut dire qu'il cherche des problèmes, donc en regardant l'histoire.
Voilà, donc au regard de cette histoire, la question de la mémoire se pose vis-à-vis de l'art, disons. Que reste-t-il de l'histoire de l'art si elle existe, si elle a été écrite, au moment où les œuvres se font? Qu'en est-il? Où elle est cette histoire de l'art? Est-ce qu'elle a été transcrite? Sinon, ou bien, que reste-t-il comme objet, comme récit pour l'histoire de l'art qui s'écrit au présent, aujourd'hui, là où nous nous situons dans le monde, pour regarder ces œuvres et écrire une histoire de l'art, donc quitte à faire. Si l'histoire de l'art qui existe n'est pas convaincante ou n'est pas de toute façon peut-être fidèle aux artistes, ou qu'il ne raconte pas la vérité des œuvres. Donc, l'exposition de trilogie marocaine englobe de multiples histoires, tissées comme je fais référence à une artiste, tissée comme un tapis à mazir avec des motifs irréguliers qui reflètent l'état d'esprit du créateur et le mouvement de sa main dicté par la mémoire du geste. Je voudrais aussi là mentionner par rapport à cette idée de mémoire de geste le travail de Sarah Ouhaddou qui, dans la 3e génération, qui va travailler d'abord en collaboration avec les artisans. Toutes ces œuvres sont faites, produites en collaboration avec les artisans. Ils font ces œuvres manuellement, mais avec ces interrogations, ces questionnements. Elle les pousse à trouver des gestes qui vont faire la forme qu'elle cherche, et elle va découvrir que cette sorte de mémoire de gestes qui est au-delà de la mémoire de la connaissance visuelle ou d'instruction, de manuel d'instruction dans l'artisanat. Et ça, c'est quelque chose que Sarah Ouhaddou va chercher aussi bien au Japon, par exemple avec l'artisanat de la céramique, du Japon pré-chinois, du Japon avant la Chine. Le Japon aujourd'hui, c'est le Japon après la Chine. Et elle fait exactement la même chose au Maroc d'avant les Arabes. Elle fait un parallèle, mais elle pourrait tout à fait faire ça, je ne sais pas, au Mexique d'avant l'Espagne, ou voilà, en Amérique latine d'avant l'Espagne ou autre. Donc voilà, je voulais te donner ces repères et là ces notes. Il peut y avoir aussi, disons, dans ce découpage, un paradoxe dans ce découpage historique, comme nous l'avons proposé donc dans cette exposition au Hagia Sophia, dans le sens où certains artistes traversent différentes époques. On le voit bien, Malihi, Cheb'a, qui traversent vraiment ces 3 époques sur le plan de la production. Ils sont présents dans la scène, ils produisent à toutes ces époques-là. Mais les gestes qui les définissent aussi bien Cheb'a comme Lihi par exemple, et leur contribution à l'histoire de l'art ou à la création sont placés historiquement dans le chapitre 1er, dans les années 60. Même si ils ont été à ces 3 différentes périodes sur le plan des activités, des activations, des relations, à travers les écoles d'art notamment, puisqu'ils ont certainement enseigné à Casablanca, à Tétouan. On pourrait parler aussi de Belkaya, idem, la même chose. Par ailleurs, dans cette exposition, il y a beaucoup d'œuvres qui auraient pu être là, et là, je ne veux pas te prendre trop de temps, mais je ne sais pas si tu me dis... Ouais. Il y a beaucoup d'artistes qui auraient pu être là aussi, des anonymes. Ça, c'est vraiment un chapitre qui me tient à cœur dans l'écriture d'une exposition, parce que les expressions de l'art et l'histoire de l'art, il n'est pas seulement d'artistes connus, mais il y a aussi des artistes anonymes dont j'ai vu des œuvres dans des espaces publics, sur les murs, dans des cafés et d'autres espaces, des photographes, réalisateurs qui ont expérimenté différents matériaux. Je pourrais citer Fawzi Ben Saïdi, Daoud Ladsid, Fadma Qaddouri, Mustafa Azerwal, expérimentant le médium photographie, Bouchra Khalili, qui est ici aujourd'hui à Kassababé. Et dans la génération plus proche de nous, des gens comme Mariam Bennani, qui m'intéressent, ou Mbark Bouchichi, mais dont je n'ai pas eu l'occasion de visiter les ateliers pendant qu'on préparait l'exposition, et bien d'autres, mais aussi important, les artistes qui ont produit au Maroc, mais que pas forcément marocains, puisque la scène artistique se fait avec tout le monde. Donc les artistes comme Brian Geisen dans les Tanger des années 60,
Francis Alice, qui fait des œuvres importantes au Maroc, dont ces passages Maroc-Espagne, Fabrice Hibert, Aurora Palizzi, dont Natalia Valencia ici a fait l'exposition, Patricia Esquivias, qui a fait un projet dans le Rif très important, Oriol Villanova, et bien d'autres. Et ça, c'est aussi dans le champ littéraire, et vous pouvez voir, celle que vraiment on n'a pas pu s'en passer, c'est Ita Adnan, qui a fait des collaborations et beaucoup de travail au Maroc, et cette collaboration avec Abdelatif Labi, où elle reprend son poème et elle en fait une œuvre, un leporello en peinture, un cahier que l'on voit dans l'exposition. Donc, finalement, je voulais référer à l'histoire du musée, au rôle du musée vis-à-vis de l'histoire, un musée qui doit être sans frontières, et aussi bien dans sa programmation d'exposition que ses programmes, disons, culturel qui doit être accessible, puisqu'il s'agit d'audience. Je vais peut-être faire un pas sur toute cette problématique du musée, et on parlerait peut-être dans le si je peux prendre quelques minutes. Ouais, autrement, je pourrais aussi revenir là-dessus. Ça, c'est important parce que c'est le musée est le lieu d'interrogation de ces histoires-là. Bien sûr, je voulais référer à la question du public parce que c'est aussi la question de la réception, et le nombre et la diversité des publics dans une ville comme Madrid est très différent d'une ville comme Doha ou Tanger, par exemple. Aujourd'hui, au musée, on ne fait pas des expositions seulement pour un public pour augmenter le nombre, et on ne fait pas une communication Internet pour attirer le public au musée. On fait des programmes pour des gens qui ne vont jamais visiter, notamment, on le voit avec le Covid aujourd'hui. Le musée n'est pas fait pour avoir que des visiteurs sur place. Et l'Internet n'est plus seulement l'espace de communication, il est aussi l'espace de réception. Ça, c'est une chose importante. Enfin, pour conclure vraiment cette brève intervention, puisqu'il s'agit vraiment d'histoire, et ça m'intéresse beaucoup, le musée peut jouer un rôle dans la mémoire d'une nation, enregistrer son histoire culturelle, mais il ne doit pas être au service d'une quelconque machine d'État. Un État, bon, ça c'est une sorte de parenthèse, mais très centrale dans la manière de faire d'une exposition et la manière de travailler d'un lieu culturel. Donc un État a la responsabilité de créer les institutions scientifiques et culturelles, mais son rôle n'est pas de contrôler les savoirs. Donc, c'est institution scientifique pour le savoir, institution culturelle pour l'art et la culture. Il n'a pas le rôle de contrôler les savoirs et les expressions que ces institutions produisent et partagent avec le peuple. Il y a souvent des malentendus terribles. On l'a vu dans l'histoire, aussi bien dans tous les pays. L'humanité est malheureusement passée par des expériences traumatiques, aussi bien en Europe qu'en Afrique. Et certains États, y compris de grandes puissances, ont tendance à, entre parenthèses, mal utiliser leurs institutions culturelles. On parle bien d'autonomie, et cette autonomie est importante pour l'histoire de l'art, notamment dans la relation de l'art aux politiques et aux autres champs de vie publics. Cette idée d'autonomie dans le travail curatorial, pour le musée, mais aussi pour les artistes, et dans la continuité de l'esprit de liberté qui habite les artistes au moment de la création de leurs œuvres. Voilà, je termine là-dessus, et j'insiste bien sûr sur le projet de trilogie avec cette idée de masse, disons, qui est une sorte de première tentative d'avoir un projet empirique à dimensions multiples, qui aussi bien montre les œuvres, mais qui aussi interroge ce sens de l'histoire de l'art. Voilà, merci. Merci beaucoup, Abdallah, de nous donner ces clés de l'exposition de la trilogie et ces images que vous voyez à l'écran. Nous passons maintenant la parole à Driss Xiques, qui est chercheur, dramaturge, écrivain. C'est quelqu'un qui nous a
énormément inspiré parce qu'il a un regard justement qui est un peu entre deux et qui a beaucoup à voir avec l'aspect social, artistique et poétique. Il dirige Economia, qui est un centre de recherche indisciplinaire de l'Institut des hautes études de management de Rabat, où il est professeur de médias et de culture. Il a édité la revue Telle Quelle, que vous connaissez probablement, et de la revue en arabe Nishan. Il a été très impliqué dans différentes activités culturelles en rapport avec l'art, les savoirs et l'espace public au Maroc et également dans d'autres universités. Il a collaboré avec des entités internationales arabes et africaines et récemment il a publié un roman au détroit d'Averroès aux éditions Le Fennec et prochainement au mois de novembre il va publier son essai que nous espérons voir traduit très prochainement. Driss, vous avez la parole. Merci infiniment. Merci Susanna, merci à la Casa Arabe pour l'invitation. Je suis très heureux de cette invitation et heureux d'être à côté de mon ami Abdullah Karoum. J'ai visité ce matin le musée et l'exposition avec les explications d'Abdullah Karoum, donc c'est le luxe. Et donc, si j'ajoute ça aux échanges que nous avons eus depuis plus de 3 ans autour de ce projet, je sentais que je vais pouvoir esquisser quelques observations et interrogations à partir de la trilogie marocaine. Je vais organiser mon intervention en 2 temps. Un premier temps, je voudrais d'abord interroger les présupposés et les implications théoriques conceptuelles de ce travail. Je pense qu'ils sont très importants. Et 2, je m'arrêterai sur les échos, résonances et réflexions que suggère la périodisation proposée par le curateur et par le collectif. Donc, je commence par les présupposés et les implications de ce travail. J'aimerais m'arrêter sur 3 dimensions qui sous-tendent ce travail et qui nous aident à comprendre en quoi une telle rétrospective fait sens, non seulement par rapport au Maroc, mais par rapport à la méthode, à la manière de faire. Alors, la première dimension, c'est ce que j'appelle prendre le contre-pied de l'histoire de l'art. Quand le philosophe et critique d'art Georges Didier Huberman cherchait à monter une exposition sur les soulèvements après 2011, il a considéré qu'il ne s'agit pas, je le cite, de produire des savoirs emplis de certitude sur le visible, mais de chercher ce qu'enferme l'image comme désir invisible et de réalité inconnue. Très important. Donc, du coup, en lisant la note d'intention, puis en visitant l'exposition Trilogie marocaine, le jeu proposé entre tableaux, photos, archives, films, installations, se situe dans l'articulation d'œuvres visibles produites par des artistes singuliers et des éléments de contexte produites par des écrivains ou penseurs et créant in fine un faisceau de sens et de résonance. Nous pourrions considérer que dans une démarche de montage, l'esprit ici est de montrer en même temps la scène et les coulisses, l'image captée et le hors-champ, ce qui veut dire élargir le champ pour saisir le contexte. J'emprunterai à un anthropologue qui a énormément travaillé sur l'Afrique son expression « la revanche des contextes ». Alors que lui parle de développement socio-économique, il est possible de transposer son idée pour saisir par rapport à l'histoire de l'art, et c'est là où j'insiste sur prendre le contre-pied de l'histoire de l'art, qu'il ne s'agit pas de relire la trajectoire des arts au Maroc en partant de modèles, catégories, grilles de lecture immuables, importés, mais en étant attentif au contexte mouvant où les formes d'art en circulation ou pas, comme disait Abdullah, trouvent inscription.
Donc cette prise en compte du contexte est ce qui sous-tend la démarche décoloniale qui cherche à se défaire de ce qu'on appelle l'universel eurocentré ou l'universel surplombant, qui considère que l'universel n'est situé que dans les Lumières et dans la suite des Lumières, et qui cherche à fonder ce que, donc, cette démarche décoloniale, qui cherche à fonder ce que le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne appelle un universel pluriel, ou plus largement ce qu'il appelle un Bandung épistémique. Je rappelle que Bandung est le lieu où il y avait la conférence tricontinentale, et qu'aujourd'hui, en parlant de Bandung épistémique, ça veut dire dépasser ce qu'un autre philosophe appelle les épistémicides. Ça veut dire on considère qu'il y a eu un meurtre des savoirs, et un meurtre des connaissances produites localement sous prétexte qu'elles n'étaient pas universelles, ou qu'elles étaient barbares, ou qu'elles étaient... cela permet de rétablir les injustices relatives au savoir, imaginaire, récit et sensibilité locale, elles-mêmes traversées par l'autre, et qui constituent des affluents oubliés, escamotés de l'universel. Très important que cette exposition se passe au cœur de l'Europe, et que, à partir de là, il y a un autre récit possible, une manière de concevoir l'art. Donc, d'où cet effort, à mon sens, dans la trilogie marocaine, de remembrer. J'aime beaucoup ce verbe remembrer, parce qu'il rappelle le terme anglais remember, qui veut dire se souvenir, mais en même temps relier, réarticuler, réagencer les éléments oubliés, non diffusés, inconnus, etc. etc. Et c'est très important, à partir de là, de comprendre que c'est une manière de faire l'histoire de l'art, parce que l'histoire n'est pas une science, l'histoire n'est pas un savoir qui donne des vérités figées. L'histoire est un construit discursif. Et là, on a un effet de montage et de construction de l'histoire qui a été faite dans cette exposition. La deuxième dimension qui vient des implications de ce travail, c'est ce que j'appelle le passage de la singularité de la création au pouls d'une époque. Le pouls d'une époque. Quand je me place au niveau de la réception des œuvres, il est important de noter que celles-ci ne sont pas seulement l'expression de désirs individuels, mais également la résonance de soucis partagés. C'est ce qu'une rétrospective essaie de révéler et d'agencer pour lui donner une logique d'exposition. En parlant de savoir, donc cette idée de soucis partagés, elle a plusieurs sens et ont été produits dans l'histoire des savoirs et dans la philosophie. En parlant de savoir, cela revient à chercher ce que Michel Foucault appelle l'épistémé. Autrement dit, les transformations liées à un domaine de connaissance, à une époque en lien avec une société ou une culture donnée. Plus prosaïquement, cela revient à humer l'ère du temps, ou ce que j'aime appeler le pouls d'une époque, que des artistes hypersensibles, se comportant en sismographes, ceux qui saisissent parfois à leur insu, parce qu'ils sont traversés par quelque chose de ce que les psychanalystes appellent la subjectivité d'une époque. Ils sont traversés par la subjectivité d'une époque, ils sont les capteurs de la subjectivité d'une époque. Donc ils ne sont pas uniquement l'expression d'un désir individuel. Leurs actes, comme la réaction qu'ils suscitent, peuvent parfois donner lieu à des tensions ou spasmes qui, sur la durée, ponctuent la trajectoire commune d'une société, même si marginalement. Je donne deux exemples, et qui sont esquissés, évoqués dans l'exposition. Toutes les années où le pain nu de Mohamed Choukri a été interdit, il l'est encore aujourd'hui dans certains pays, c'est un fait social aujourd'hui. Ce n'est plus une donnée marginale, c'est un fait social. Je peux donner un autre exemple de comment, pour revenir juste à Choukri, comment l'expression nue, le pain nu, l'expression nue d'un homme
voulant faire son autobiographie, à un moment donné, dérange les formes de conformisme social ou les formes de réception convenues de la littérature. Donc le travail du curateur est dès lors de veiller à mettre les points de suture. J'aime beaucoup cette notion de suture, et Spivak, qui est une théoricienne postcoloniale, parle beaucoup de cette question de suture. Lorsqu'on veut comprendre nos réalités locales à partir de grilles de lecture importées, nous sommes en train de suturer quelque chose, hein, pour pouvoir mieux la comprendre. Donc, c'est mettre des points de suture pour remettre les éléments du puzzle ensemble à partir de sa propre sensibilité. D'où l'importance de ce que j'appelle le fait de s'indiscipliner, de ne pas chercher la reconnaissance de pair, mais de comprendre la complexité. Les disciplines de l'histoire, par exemple, ou de la sociologie, peuvent nous mettre des œillères et nous empêcher de voir les embranchements. Dans son explication de la complexité, Edgar Morin insiste sur le fait que les savoirs ne sont pas insulaires, mais péninsulaires, reliés entre elles, qu'ils sont saucissonnés en cases, expertises et matières pour des raisons économiques ou pédagogiques. Mais quand le souci est d'embrasser l'ensemble, de prendre conscience de ces interdépendances, il est nécessaire de s'en défaire et aller en quête, donc de mener l'enquête. Aller en quête et de mener l'enquête. C'est exactement ce qu'Abdallah a fait, parce que vous avez entendu tout à l'heure, il vous a dit « je ne suis pas allé dans leur atelier ». Donc en fait, cet effort de mener l'enquête est un moyen de rester ouvert à ce qui se révèle à nous et donc de ne pas avoir de grille préétablie. Et c'est exactement ce que nous révèlent les liens d'appartenance inexistants. Et donc c'est par cet effort-là qu'on arrive à révéler les liens qu'on croit inexistants entre art, société et pouvoir. C'est en faisant ce travail-là qu'on arrive à le révéler. Par exemple, comprendre pourquoi Mémoire 14 de Ahmed Bouhnani a été charcuté, pourquoi le film de Darqawi qui vient d'être remonté n'a pas vu le jour en son temps, alors que c'était des paroles d'une force incroyable par rapport à leur réalité. Ça vous montre le poids des institutions. Alors la troisième dimension qui vient des implications de ce travail, c'est de se demander en quoi l'art est un révélateur social et politique. En fait, il existe dans la tradition grecque deux manières d'appréhender l'esthétique. Soit comme esthética, en lien avec le goût raffiné des élites, ou comme aesthesis, comme sensibilité par rapport à ce qui nous entoure, où que l'on soit. C'est à partir de ce point de vue horizontal, rhizomique pour parler comme Deleuze, que la lecture de la trilogie marocaine est éclairante. Parce qu'en filigrane se pose la question non de l'utilité de l'art, à vrai dire sa gratuité est en soi ce qui lui donne de la valeur, mais qu'est-ce qui fait qu'on lui donne une valeur politique ou sociale? Au fond, nous nous rendons compte avec le recul que permet cette exposition et bien d'autres, que dans sa conception la plus proche du commun, l'art, il fait trois choses, l'art. Il peut informer, documenter le vécu, l'existant, la photographie à la fin du 19e, le cinéma à un moment donné, même le cinéma chez nous à un moment donné, etc. Donc l'art peut informer, documenter le vécu et l'existant, et cet aspect-là semble fort important comme entrée de lecture de la trilogie. À côté, l'art symbolise, signifie ou sublime le réel, et en cela, il élargit le spectre des représentations de celui-ci. Donc le réel n'est plus uniquement, on n'est plus dans la mimésis, on n'est plus dans la copie du réel, on est dans une autre manière, donc on ouvre des fenêtres possibles pour comprendre le réel. Et là aussi, la diversité des médias, des écoles et traditions explorées permettent d'en apprécier la palette que les artistes marocains ont pu développer. Et enfin, la troisième manière de faire l'art, c'est que l'art interroge, dérange ou interpelle.
Et là aussi, Krum a été attentif à cette dimension-là. Au fond, en récapitulant, documenter, sublimer et interroger sont des variations de possibles interactions via le langage de l'art entre l'univers imaginaire des créateurs et celui partagé avec la cité. Maintenant, je vais passer à ma deuxième partie. Je voudrais donc partir de la périodisation qui est sans doute subjective, proposée par Abdallah, non pour l'interroger, mais pour tenter de compléter la fresque qu'il propose en rajoutant d'autres éléments en relief qui en élargissent le scope. Bien sûr, je ne peux être ni exhaustif, ni... ça prendrait des heures. Donc j'ai dû faire des choix pour pouvoir susciter l'intérêt. J'aimerais partir de ces périodes-là, non comme des séquences closes, mais comme des entités fluides qui s'entrepénètrent et déversent l'une dans l'autre. Je me pose ainsi deux questions. Quelle lecture possible du Maroc contemporain nous permet la périodisation proposée à partir des lieux de rencontre entre art, culture et sciences sociales? Et puis quelles tensions sous-tendent ces périodes et comment les expressions artistiques et littéraires parviennent à les pointer, montrer ou tout juste signifier? Je vais commencer par la période dite de 1950, datée de 1950 à 1969, et je voudrais l'interroger à partir de ce diptyque décolonialité-modernité. Je voudrais m'arrêter à ce niveau sur le tiraillement incroyable entre le désir d'affranchissement et volonté de mimétisme. La volonté d'enterrer le passé et d'aller de l'avant que symbolise, par exemple, les romans d'Abdelkrim Ghrilleb et Idriss Shraibi. On a enterré le passé et le passé simple, et le besoin de prendre le temps de mieux dépoussiérer ce passé pour le relire et ainsi décoloniser les esprits et la culture, comme le préconisent les jeunes poètes fondateurs de la revue Souffle. Cette tension entre ceux qui pensaient la religion du progrès, et donc cette tension entre religion du progrès et la nécessité du retour critique sur les héritages, d'empreints de modèles, méthodes, formes d'Europe, et le doute nécessaire sur la pertinence d'appréhender ou représenter des réalités qui sont faiblement sondées, est une constante qui traverse plusieurs champs. Nous en retrouvons des traces dans le théâtre, chez André Voisin et dans son sillage Taïb Sderi, dans la tentation de défolkloriser les traditions et de repartir de l'imaginaire et la mémoire orale populaire afin de reterritorialiser la pratique dramaturgique et scénique. Il l'a fait à partir du conte sur Sidi Abdelrahman el-Mejdoub, par exemple, qui est un mystique du XVIe siècle et qui est relaté par les gens de manière orale. Et donc, il fait tout un travail dans ce sens. Comme nous retrouvons des échos chez des fondateurs de la sociologie au Maroc, Paul Pascon et Abdelkbir Khatebi, que ce soit à travers la notion de société composite, à aborder comme un attelage tribal et administratif, que développe Paul Pascon, pour comprendre le rural, pour comprendre les différentes strates de la société, ou bien celle de la double critique que développe Khatebi, et dans laquelle il est en même temps critique vis-à-vis d'Ibn Khaldoun et de Durkheim. Et donc, du coup, il dit, pour qu'on puisse comprendre notre réalité, il faut qu'on arrive à avoir cette double posture critique. Cette tension a un pendant politique. Cette tension, je rappelle, entre modernité et décolonialité, un pendant politique d'abord à travers l'échec de l'État à se moderniser sans violence extrême, créant dans la continuité du protectorat les conditions d'assujettissement des masses et d'exclusion des opposants, et en même temps une conscience accrue au sein d'une nouvelle élite éduquée, soit en Europe de l'Est ou de l'Ouest, d'une université naissante et dynamique à travers l'Union nationale des étudiants, de l'importance de se défaire des dispositifs hégémoniques en place. C'est ça la réalité dans laquelle on a cette période. C'est dans ce contexte-là que l'école de Casablanca
des poètes, l'école de Casablanca dont vous avez toute une aile dans l'exposition, des poètes avant-gardistes qui sont en français comme Kherdin ou en arabe Zvzef, qui écrit un manifeste pour la modernité poétique à l'époque, en 68, des revues rattachées au mouvement syndical comme les Melif, qui est également documenté dans le... C'est dans ce contexte que ces trois éléments, hein, les poètes avant-gardistes, les revues rattachées à la Melif, là-dedans naissent des tendances d'appropriation du modernisme comme forme d'expression. Tout le monde, l'idée de modernisme, que ce soit le modernisme littéraire ou artistique, etc., est au cœur des discussions. Et en même temps, on veut les débarrasser des orthodoxies héritées par le vers ou comme la prose, mais c'est en même temps à ce moment-là que naît un désir de réappropriation des formes résiduelles, artisanales, oubliées ou peu valorisées au sein de la société, et c'est ce qui nous donne des choses essentiellement dans les arts visuels. Donc ça, c'est la première tension qui nous vient de cette première période-là. La deuxième période, 70-99, je rappelle, elle s'entrepénètre. Alors, dans cette deuxième longue période, on peut discuter de cette période. Moi, je l'aurais encore scindée en deux. J'aurais arrêté en 89 et j'aurais fait un deuxième temps qui irait de 90 à 2003. Mais ça serait trop long. Je peux expliquer ça si vous voulez qu'on en discute. Mais ça aurait fait 4 temps plutôt qu'une trilogie. Voilà. Mais je ne vais pas... Je ferme la parenthèse, mais je vous dis, on peut en parler quand vous voulez. Alors que des poètes comme Abdeltef Labi et d'autres militants de gauche, jeunes étudiants, sont mis en prison, que les mutins de l'armée sont envoyés au ban de Tazmamad, que le Maroc rentre dans une période de peur politique, l'espace public n'était pas complètement cadenassé. C'est très important d'avoir en tête cela. L'espace public n'était pas complètement cadenassé. Il y avait 3 types d'espaces qui méritent d'être regardés de près. Il y a d'abord le théâtre amateur, lieu par excellence où s'exprimaient des enseignants et étudiants et où on éclot des professionnels, où une énergie débordante, dénonciatrice, protestataire par l'art a été petit à petit censurée et on a vu un tournant patrimonial, identitaire clos, fortement encouragé. Je donne ici 2 exemples de gens qui viennent du théâtre amateur, Mohamed Timout et Nabil Hlou, tous les deux qui rentrent dans Nazana, ils ont été censurés, etc., mais ils ont été là et ils ont installé quelque chose. Et le théâtre amateur, par contre, d'un point de vue institutionnel, a été poussé vers la patrimonialisation, dans quelque chose de très identitaire, et donc pour sortir de la contestation ou bien sortir de formes subversives. Il y a ensuite les ciné-clubs, qui sont vite devenus des lieux politiques de rechange, avec d'un côté des sections plus portées sur l'esthétique et l'émancipation des esprits et des consciences, et d'autres plus dogmatiques. Alors, en plus d'être une école de spectateurs, les ciné-clubs, fortement investis par des universitaires, mais aussi des artistes en herbe, ont été des lieux de socialisation, de rechange. Et c'est là que naît l'art et l'essai. C'est là que Drakawi a été en échange avec les artistes. C'est là que Bnani était en échange avec les artistes à partir de Wouchma, etc., etc. Les ciné-clubs est un lieu incontournable pour comprendre la dynamique de l'époque, etc. Et il y a enfin les revues. En plus de la Malif et Intégrale, qui a pris le relais de Souffle, sur un registre plus esthétisant, il y a plusieurs revues arabophones. Thaqaf al-Jadida, Aqlam, etc. Ils ont constitué des lieux de réflexion sur l'art, la littérature et la société. Si ces espaces montrent à quel point les formes d'expression diverses ont structuré les modalités d'interaction au sein d'élites éduquées, il importe de noter le rôle déterminant joué d'un côté par les écrivains et artistes internationaux, à Tanger ou à Souera, qui révélaient aux jeunes l'importance de l'imaginaire, mais aussi la polyphonie des héritages musicaux, forme d'expression populaire dont le renouveau s'est fait en lien avec le théâtre à Casablanca, essentiellement par Nasl Rewan et d'autres. Et donc, je fais ces références-là pour vous dire aussi que l'exposition est attentive à ces questions-là, mais que si on les prend de ce point de vue,
encore un autre éclairage. Avant 1990, tout cela constituait des îlots de résistance, à la marge, faiblement relayés par les médias. Parce que les médias, à l'époque, étaient encore rudimentaires. Ils étaient fortement portés sur les opinions et la propagande. La chute du mur de Berlin a eu un double effet de transparence relative par un début d'industrialisation des médias. Donc, on rentre dans une logique de libéralisation avec le FMI, possibilité d'ouverture. Donc, il faut qu'une élite éduquée, classe moyenne, surtout francophone, ait accès à un peu plus de divertissement. Et donc, les médias contribuent à cela. Et en même temps, des désirs de mise à nu du passé, qui ne vont avoir un effet sur l'expression littéraire et artistique qu'à partir du début de la décennie suivante. Le développement de la littérature carcérale est d'ailleurs un pan révélateur de cette époque, avec un foisonnement de témoignages, quelques récits, romans, films et documentaires. J'évoque ici quand même un livre qui est aujourd'hui le best-seller absolu de la littérature carcérale, c'est Cellule 10 de Ahmed Marzouqi, qui a dépassé les 30 000 copies vendues, qui est un record au Maroc. C'est toute une période sombre qui a connu en elle-même 3 temporalités. Donc, quand je reprends la périodisation de Abdallah sur 70-99, il y a 3 temporalités. Il y a des années de plan et de répression, accompagnées par du symbolisme, de la censure directe et des espaces de résistance. Ça, c'est une première temporalité. Une période, ce que j'appelle une période chape de plomb. Ce n'est pas la même chose. Ça veut dire c'est le silence. Donc une période chape de plomb où l'international est venu à la rescousse d'écrivains et créateurs pour donner de l'élan à leurs œuvres. Et enfin, une tentative de solder le passé, à partir des années 90, où le besoin d'informer et documenter a souvent pris le dessus sur la capacité à sublimer et transcender la souffrance par l'imaginaire. Je voudrais évoquer ici un roman qui a fait polémique, mais qui, d'un point de vue littéraire, est l'un des plus aboutis sur Tazmamart. C'est cette aveuglante absence de lumière de Tahar Ben Jelloun, qui par ailleurs a écrit des choses moins abouties, mais ce texte-là est un texte très abouti. Et le détenu Aziz Bin Bin, qui lui a donné son témoignage, a lui-même fait un autre livre qui s'appelle Tazmamor. Mais il est important aussi de noter ceci. Et c'est une critique littéraire qui s'appelle Nasrin Qadr, qui enseigne à Chicago, qui a dit quelque chose d'exceptionnel. C'est que la question qui se pose pour les littératures du Sud, c'est à quel moment elles cessent d'être uniquement des lieux d'information ethnographique sur ce qui s'est passé et qu'on ait droit à l'esthétique, même quand on parle des souffrances. Ça, c'est une question fondamentale. Donc l'idée de transcender la souffrance par l'imaginaire est une question que certains ont essayé de faire. J'arrive à la dernière partie, et c'est par là que je vais conclure petit à petit. Où 2000-2020, c'est une période qui peut nous prendre des heures. Mais ce que je voudrais vous parler d'un triptyque, mondialité, individualité, hybridité. Depuis le début du XXIe siècle, 3 enjeux ont fortement marqué les formes artistiques. Le premier est le rapport au vécu et au réel, qui comporte d'abord une tentative plus débridée de s'adresser au passé douloureux, comme le montre par exemple le film de Hicham El Asri, C'est eux les chiens, ou encore celui de Fouzi Ben Saïdi, 1000 mois, ou le documentaire très intéressant de Ali Safi, Wanted. Donc ça, c'est le rapport au vécu et au réel, c'est aussi le rapport au passé, bien sûr. Donc le rapport décomplexé avec le réel comporte également un enjeu de langue. Le recours à la derija, une langue de tous les jours, sans tabou, trash, a énormément ponctué aussi bien des créations théâtrales, cinématographiques et poétiques, mais aussi des polémiques et censures à leur sujet. On peut rentrer dans plusieurs exemples, on n'a pas le temps. Et toujours en lien avec ce même aspect de dédramatisation du rapport au réel, vient le rapport au corps, aux libertés individuelles, qui crée une littérature de coming out,
chez Rachid O ou Abdullah Taïa, mais aussi des polémiques sur la représentation du corps sur scène, ou encore l'accompagnement compliqué de l'émergence de la danse comme forme d'expression reconnue et visible. Donc ce premier enjeu souligne clairement l'éclosion d'individualité et le besoin de s'affranchir des traditionnalismes ambiants. Sauf que ce besoin de libération, conjugué aux effets de mondialité, donc c'est là le deuxième tendance là-dedans, c'est qu'il crée parfois des tensions au nom de l'identité ou du conformisme. Le désir des jeunes de se regrouper afin de s'exprimer dans la langue de tous les jours a d'abord germé à travers les activités de musique underground. Ils ont commencé très tôt, depuis le début des années 2000, et ils continuent aujourd'hui par d'autres formes. C'est important de garder en tête le retentissant procès des hard rockers poursuivi pour satanisme en 2003. C'est un moment clé, parce que c'est un moment dans lequel nous avons la classe moyenne éduquée, urbaine, qui va sortir protester contre le fait d'attaquer le droit des jeunes à s'exprimer autrement, mais surtout cette tension avec ce qui est importé comme forme d'expression et les formes résiduelles. Et bien sûr, la montée du festival Boulevard. Et c'est très intéressant de voir aujourd'hui, par exemple, des films comme le film de Smaïl Iraqi, qui vient de sortir il y a 1 an et demi, Casa... pardon, j'ai oublié le titre, je ne l'avais pas noté. Bon, ça va revenir. Le film de Smaïl Iraqi travaille à partir de figures de rock pour voir ces tensions dans la salle. Nabil Ayouch, le dernier film, Lève ta voix, la même chose. Cette question de musique, la question de la musique et des formes de musique en lien avec la mondialité, en lien avec les formes hybrides de fusion dans la société marocaine est quelque chose qui n'est pas en soi importante, mais également une forme qui est partagée dans le théâtre, dans le cinéma, etc. Bien sûr, je voudrais m'arrêter ici sur... je vais sauter ça. Alors, oui. Alors je vais terminer sur un dernier point. C'est l'éclosion de lieux indépendants. De lieux indépendants, parce qu'au fait, au moment où tout ça est en train de se mettre en place, nous avons une logique d'événementiel, nous avons une logique non pas de ritualisation de la culture, et il y a quelques lieux qui essaient de ritualiser la culture et de la relier à l'espace public et à la cité. Bien sûr, l'appartement 22 fait partie de ces lieux, le travail qu'a fait Dabat Théâtre Citoyen, le travail de la Source du Lion à Casa. Je peux citer plusieurs lieux, l'observatoire qui a permis aujourd'hui de refaire le film de Drakaoui, etc., etc. Alors, au fait, pour situer les choses dans la durée, et je vais terminer sur ce point parce qu'il nous ramène à l'exposition, pour situer les choses dans la durée, ces lieux indépendants, transdisciplinaires, ils seraient le pendant, mais pas nécessairement à la réplique, car ils touchent une échelle plus réduite, ils seraient le pendant des ciné-clubs et revues où se côtoyaient dans les années 70 et 80 la curiosité esthétique et la conscience politique. C'est les seuls lieux dans lesquels aujourd'hui on retrouve les deux qui se retrouvent. Ils sont nés juste après l'avènement de la généralisation d'Internet. Donc quand la globalisation des échanges n'a pas favorisé une plus grande mobilité des hommes et a commencé à nous prévenir de crises morales et identitaires profondes, ils ont émergé comme des magmas au tournant du siècle, quand le néolibéralisme économique a repris ses droits, quand la politique comme lieu de confrontation et d'idées et de cause a perdu son poids, et que des rêveurs dans le monde de l'art et la culture ont dû réinventer des îlots pour faire émerger de l'intérieur de leur société du beau et du sensible. L'historien Gérard Noiriel parle de lieux d'intellection collective comme une nécessité pour que les membres d'une cité ouverte puissent penser par eux-mêmes.
Plusieurs de ces nouveaux foyers d'interaction libre sont devenus les marqueurs marginaux de cette époque. Et le fait que s'y articulent de nouvelles manières de penser, d'agir ou de créer, nous montre à quel point sortir des chemins tout tracés par l'État et le marché est devenu un instinct de survie, un refuge et une voie tierce. Mais à côté de ces lieux, il y a de plus en plus, et c'est nouveau, c'est une tendance nouvelle, il y a dans la littérature des gens qui essaient de saisir les tendances fortes. Je voudrais évoquer trois titres, et ils sont tous en arabe. Ce n'est pas en français qu'on a ces tendances, qui saisissent les tendances. Nous avons le roman de Mohamed Al-Ash'ari, Al-Qaws wal-Farasha, L'arc et le papillon. Nous avons plus récemment, donc celui-ci, il est au début des années 2010, 2016, le Maghariba, les Marocains, d'Abdelkrim Joueté, et plus récent, Haute Maroc, de Yassine Adnan. C'est nouveau. Nous avons une littérature contemporaine qui saisit les secousses de la société, qui saisit l'interaction entre le politique, le social et l'individuel, l'espace numérique, la crétinisation de la société. Tout ça est dans ces œuvres-là, et donc ça fait émerger des contre-récits. Et ça permet de prendre sa place dans l'universel dont on était en train de parler tout à l'heure, mais de manière plurielle. Donc, et c'est là où nous voyons des formes d'hybridité nouvelles qui émergent, aussi bien dans les espaces que dans ces nouveaux textes littéraires. Je pense que cette hybridité est importante, elle est salvatrice, mais elle masque aussi un sentiment de ihbat, de désillusion, qui a suivi les désirs de soulèvement en 2011, parce que le désir de liberté a été quand même suivi par un besoin de contrôle de la part des États et des machines. Je vous remercie. Merci beaucoup, Chris. Vraiment un très beau parcours, celui que vous nous avez proposé. Enfin, je crois que nous avons beaucoup de matière pour bien comprendre ce qui se passe, mais c'est ce qui se passe aussi un peu ici. Alors, si quelqu'un a une question maintenant, ou si quelqu'un veut faire une contribution à ce que vous avez entendu, soit de la part de Driss que de Abdallah, vous pouvez demander la parole en parlant au micro qui vous sera donné, et peut-être l'un de vous voudrez répondre. Parce que entre vous, il y avait eu un échange. Moi, j'ai beaucoup de questions à faire. Je ne sais pas si entre vous voulez, si peut-être Abdallah veut répondre à ce que a dit Driss tout à l'heure lorsqu'il parlait de la société et lorsqu'il parlait de cette quadrilogie et non pas trilogie. Si vous voulez faire des commentaires entre vous. Autrement, nous passons aux questions. D'abord, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à écouter Driss avec certains points dont on avait déjà discuté, dont j'ai la connaissance, et écouter avec intérêt aussi ta lecture, disons, de la grille et du copage historique. Je suis totalement d'accord avec toi sur la découpe de la deuxième période avec 89 et sur aussi la troisième période ici qui aussi pourrait être coupée en deux avant, après les printemps arabes. La désillusion dont tu parles, c'est quand même aussi un point très important théorisé par nos amis Moudden oui. En fait,
Voilà, donc je crois qu'il y a à faire un découpage, disons, plus précis, mais dans une exposition, on le voit, disons, qu'il y a des idées qui étaient en filigrane, et le découpage, les périodes s'enchevêtrent, mais globalement, je crois que ça se vaut. Le découpage en 3 grandes parties comme ça, de manière schématique, peut fonctionner, et à l'intérieur de ça, il y a encore un découpage. Et d'ailleurs, je trouve que aussi la lecture que tu fais, en parallèle d'ailleurs, du champ des sciences humaines et du théâtre de manière plus précise dans le texte qui est dans le livre, Brice a écrit pour l'exposition dans le livre, qui va être bientôt disponible, je l'espère, et là je crois que c'est aussi tu apportes des éléments importants. Et ce que je voudrais dire là, en fait, c'est aussi le travail d'une exposition. Une exposition n'existe, ou le travail curatorial n'a pas d'existence sans l'art. Donc c'est l'art et c'est l'objet de travail. On ne fait que, c'est juste une sorte d'agencement pour clarifier les choses à ce moment-là. Il n'y a pas de prétention d'apporter plus dans une exposition. On n'apporte rien d'autre que de mettre ensemble des vis-à-vis, de travailler de manière, disons, éducative, des vis-à-vis qui donnent une expérience esthétique la plus belle possible. Voilà, c'est aussi au-delà de ça, malgré les traumatismes contenus dans les œuvres d'art. On en rend compte, bien sûr. Mais aussi, il faut aussi créer cette expérience-là. Et donc, c'est savoir si du découpage peut apporter des informations, mais la touche, disons, de l'expérience spatiale peut apporter ce plus. Et ce n'est que là, et ce n'est pas quelque chose de plus, c'est seulement révéler dans les œuvres des moments ou des vis-à-vis qui peuvent mettre en vis-à-vis, créer des beaux moments d'expérience dans l'exposition, sans oublier le sens initial des œuvres, bien sûr. C'est clair. Il y a deux ou trois choses que tu as dites tout à l'heure. J'ai le même plaisir à t'écouter. Il y a 3 choses que tu as dites qui me semblent importantes. Cette question des œuvres qui circulent ou ne circulent pas, et donc l'importance de ce que fait l'artiste. Moi j'aime toujours dire ça. Le philosophe Gilles Deleuze, quand il définit ce que c'est qu'un philosophe, il dit c'est un créateur de concepts. Un artiste est un créateur de percepts. C'est un créateur de percepts. Le grand problème, c'est que s'il n'y a pas de perception des percepts, il reste en suspens. Il reste en suspens. Donc un créateur de percepts est en attente de perception. Donc ça, c'est un vrai problème que nous avons, et je pense qu'il faut absolument l'aborder. Si on l'aborde par la politique culturelle, on va aborder tous les problèmes qu'il y a dans le chaînon manquant, dans les industries culturelles créatives ou dans les économies créatives, en termes de diffusion et de distribution, etc., qui est un gros problème que nous vivons. Le deuxième point que tu as évoqué, c'est un artiste moi aussi, c'est un jeune artiste que je trouve vraiment extraordinaire. Je voudrais souligner le travail qu'a fait Akrim sur les émeutes de 1981, les émeutes de 1981, dans lesquelles il invite le public à creuser pour trouver les images. En fait, il ne révèle pas les images, il cache les images. C'est ce que tu appelais tout à l'heure l'histoire plus que parfaite. Il couvre, en fait, vous avez un mur blanc, et en fait, c'est le visiteur qui, à un moment donné, va gratter pour trouver les images. Alors, voilà un jeune artiste, bon, il est plus jeune, il est là depuis quand même, mais Mustapha Akrim, qui est en train d'interroger la pratique artistique et la pratique de réception de l'œuvre d'art, et la question de comment déterrer les images pour qu'elles nous révèlent un passé oublié, mal archivé, etc. C'est un travail d'une très grande puissance.
Et le dernier point que je voulais évoquer, c'est quand tu parlais d'artistes anonymes. Moi, j'ai découvert grâce à l'exposition cet artiste qui est à Tétouan, l'Arbi. L'Arbi, c'est exceptionnel. Un homme qui considère que les boîtes d'allumettes sont ses toiles et que c'est son univers et c'est d'une richesse exceptionnelle. Alors, pourquoi j'évoque ces artistes-là? C'est que le travail qu'a fait, c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur l'enquête, le travail d'aller fouiner, de chercher au-delà de ce qui est donné à voir par les institutions, par le récit standard sur l'art au Maroc, c'est ça qui est intéressant dans ce travail. Et c'est pour ça que j'étais vraiment très heureux de voir cette exposition. Bravo. Non, merci. Mais en fait, tu as parlé aussi de musique et des autres disciplines de théâtre. Et il y a un autre artiste aussi que tu as vu, c'est Karim Rafi avec The Show Is Over, où en fait il positionne, tu as parlé de ce film sur la musique, Karim, dans cette pièce The Show Is Over, c'est aussi son histoire personnelle où il veut arrêter de faire des performances musicales, puisque son travail n'est plus compris. Donc Karim Rafi, c'est Zayan Freeman, donc, comme artiste de scène. Zayan Freeman fait des performances extraordinaires, des performances sonores, à grand succès, des milliers de publics, mais à un moment donné, il a décidé d'arrêter parce qu'il pensait que ces performances ne sont plus comprises ou considérées pour leur créativité ou leur sens de son message, mais elles étaient considérées comme moment d'entertainment, comme spectacle, de soirée. Voilà. Et aussi, il a trouvé découvert une sorte de capacité de ces machines de pouvoir qui ont récupéré les œuvres pour les transformer en spectacle au lieu d'en parler comme œuvre d'art ou de les offrir comme œuvre d'art. Donc il a décidé de tout arrêter et de dire « The show is over ». Et donc c'est la première installation physique, culturelle, spatiale, œuvre visuelle, disons, il devient artiste visuel avec une installation qui entre les disciplines. À ce moment-là, il sort de cette discipline de musique, il entre dans le chant, mais il est toujours dans la création. Et à partir de là, il va faire quelque chose de beaucoup plus vivant à chaque fois. Et tu parles, toi, de cette indiscipline, en fait, pour les lier les disciplines, mais au-delà des arts visuels et de la musique, peut-être. No sé si... Ah, mira, porque yo tenía ya una pregunta que les iba a lanzar, pero... J'allais lancer une question, mais si vous avez une question, vous pouvez la poser. Allez-y. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas comment le dire. En premier lieu, je voulais vous féliciter pour l'exposé. La trilogie est très très importante. Son contenu aussi l'est. J'ai vu 3 fois l'exposition. Mais j'ai l'impression que cette conférence aurait dû se faire au début, tout au début, le premier jour, avant l'exposition, parce que franchement, nous suivons tout à fait le mouvement artistique au Maroc et nous avons du mal à comprendre la trilogie de l'exposition. Eh bien, nous ne sommes pas arrivés à comprendre le contenu de l'exposition. Parce qu'il faut venir au fond des choses pour mieux les connaître. Nous parlons de plusieurs artistes, nous parlons maintenant d'années de plomb, nous parlons des colonies, avant les colonies, nous parlons de choses très très importantes qui absolument peuvent changer la division de l'histoire, peuvent changer la situation du Maroc, parce que en Espagne, on ne connaît pas ce genre d'histoire du Maroc. Je ne dis pas que c'est une occasion perdue, parce que ça ne l'est pas. Parce que, franchement, cette initiative a été une initiative très, très intéressante. Mais
à cette exposition, il y a eu un manque de, disons, accompagnement, c'est-à-dire d'information. Peut-être que la pandémie a joué son tour, je ne dis pas non, mais même la crise qu'il y a eu entre les deux pays, entre l'Espagne et le Maroc, a peut-être eu ses conséquences. Mais enfin, je pense que cette exposition, en ce moment, aurait pu jouer un rôle pour laisser de côté les hommes politiques de leur côté et que l'art fasse son histoire. Il faut miser sur l'art, surtout grâce à cette exposition, parce que cette exposition peut nous ouvrir de nouvelles perspectives dans les relations bilatérales. Merci. Gracias. Sí que es verdad. Merci. C'est vrai qu'au début de l'exposition, on n'a pas pu faire une table ronde qu'on voulait faire avant l'inauguration. Peut-être que vous voulez ajouter quelque chose? C'est très bien. Merci pour votre intervention. Vous avez tout à fait raison. Et il y a eu des interventions au début qui étaient plus des interventions de clarté. Mais vous avez raison de parler, d'aller au fond des choses. C'est important. Mais je crois que, heureusement, Doriana Sofia fait toujours des livres très documentés avec tous les archives. Tout ce que vous avez dans l'exposition est dans le livre. Et le livre fera son travail et continue le travail de l'exposition. Et il sera, je l'espère, accessible à un public beaucoup plus large que celui qui a réellement vu l'exposition. Et aussi de toutes les plateformes aujourd'hui à Internet. En fait, c'est important ce que Driss mentionne par rapport à la perception et tout ça, mais ce que vous dites par rapport à comprendre le contexte, par rapport au public espagnol, disons, et qui devrait peut-être connaître mieux toutes les dimensions de l'exposition. Il y a peut-être des dizaines de milliers de gens qui vont voir l'exposition, mais elle est temporaire, elle va s'arrêter et le livre va inscrire ce débat. Il y a 7 textes dans le livre, dont 5 qui c'est très important. Un de Driss et d'autres écrivains de toutes ces dimensions seront là. Le livre, il fait un volume espagnol, un volume anglais, et tout est partagé sur les plateformes. Et je pense que, comme vous dites, cette exposition devrait jouer son rôle. Je n'ai pas la prétention de dire qu'elle l'est, mais je l'espère, elle va jouer son rôle et qu'elle va être regardée. Et je l'espère vraiment que ce genre de projet, cette exposition ou d'autres, vont être encouragés encore de plus en plus par les institutions et par les États. Non pas s'en servir, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les États ont la responsabilité de créer les institutions, mais ils n'ont pas le rôle de contrôler les contenus des institutions. C'est un point important. Je pense que vous le soulignez très bien en disant qu'on découvre des choses dans l'exposition. Cette exposition, Doriana Sofia, est ce qu'elle est parce qu'on a travaillé dans cet espace de liberté. Avec une grande conscience, une conscience très aiguë de l'institution, des États, des relations bilatérales entre les pays, de toutes ces dimensions-là, mais avec aussi une insistance ou une revendication de l'importance de travailler dans un espace de liberté plus proche des artistes que, disons, d'un rôle du champ diplomatique, disons. Donc il y a eu dans l'histoire des expositions diplomatiques énormes, partout dans le monde, entre la France et le Japon, entre la France et les États-Unis, l'Espagne et d'autres pays. Mais l'exposition de cette échelle-là pourrait être, bien sûr, utilisée pour développer les relations, mais elle ne doit pas être instrumentalisée. C'est différent. On peut l'utiliser pour promouvoir, pour faire circuler des idées, mais on ne peut pas l'instrumentaliser. Et là, il y a des malentendus terribles. On nous écoute, je pense, on voit et on le sait, on y a été confronté, vraiment confronté à des situations où il y a ces malentendus entre États, entre le politique et l'artistique, voilà. Et je pense que le travail que l'on fait dans ce débat il peut clarifier. Et on peut dire les choses, mettre les choses sur la table et vraiment dire, voilà, l'art est dans une temporalité beaucoup plus longue, beaucoup plus large que la conjoncture, disons, des échanges et des relations politiques. Voilà, mais merci encore une fois pour votre intervention. Merci beaucoup
Merci beaucoup aux deux intervenants pour vos excellentes interventions. J'ai juste mon sentiment, je n'ai pas encore vu l'exposition, mais vous m'avez mis l'eau à la bouche et je pense que l'apport qu'on va avoir en ayant entendu au préalable nous permet d'aller avec notre imaginaire avant d'aller la voir et confronter notre imaginaire à ce qu'on va découvrir au musée. J'ai deux questions très pratiques à Sir Krum. Pourquoi le parti pris de démarrer la trilogie en 1950 et pas avant? Est-ce qu'avant il n'y avait rien? Est-ce que vous vouliez inscrire ça uniquement dans une période moderne post-1950? Est-ce que c'est un parti pris qui était imposé ou que vous vous êtes imposé? Et deuxième chose, d'où avez-vous puisé les différentes œuvres? Est-ce que c'est des collections uniquement privées ou vous avez puisé également dans des collections publiques, des musées publics? Quel est le parti pris par rapport aux œuvres choisies? Merci. Merci pour vos questions. J'espère que vous allez aimer avoir une expérience en visitant l'exposition. Votre premier point, 1950, simplement, c'est là où on a des œuvres qu'on voulait vraiment montrer. Hein. C'est un dialogue aussi avec l'objet du musée Reina Sofia, musée d'art moderne. L'exposition, le travail de recherche et de ce que l'on montre, notamment dans le livre et dans les textes et dans les archives, commence réellement au début du siècle, 20e siècle, vraiment au tout début du 20e siècle, et on commence les textes et le travail de recherche avec ce qui est là, les écoles traditionnelles, mais aussi sur les écoles des beaux-arts, notamment la première école des beaux-arts à Oujda. Personne ne le sait, les gens pensent que c'est Casablanca, Tétouan. Et ensuite, on va aller à Tétouan, Casablanca. Donc, on va raconter toutes ces histoires d'ateliers, de la relation à ce qui est là avant. Bien sûr, toute société a une expression artistique à tout moment. Il n'y a pas même des notions de modernité ou de multiples modernités partout dans le monde ne sont pas nées, il n'y a pas de linéarité. Le point de recentricité dont parle Driss, dont on parle beaucoup par rapport au décolonial, la modernité ne commence pas à un moment donné, il n'y a pas d'origine de modernité, c'est pas l'Europe, c'est pas un point précis. Et on peut prendre n'importe quel moment et il y a des expressions, on peut en raconter, si on a les matériaux. Malheureusement, au Maroc, on a très très peu de recherches. Il y a quelques livres qui ont été faits sur les parties avant, les périodes avant 1950. Mais 1950, on trouve ça très intéressant par rapport à cette notion de passage de l'indépendance. Quelques années avant. Ce n'est pas post-indépendance seulement. Ce n'est pas 56, c'est pas 50, juste, voilà, je voulais simplement schématiser, prendre un début de décennie, fin de décennie. Mais vous avez raison sur les choses sont beaucoup plus larges. Maintenant, sur votre deuxième point, il faut demander peut-être Reina Sofia, où je dirige un musée aussi, et les gens de Reina Sofia connaissent bien les prêts de cette échelle quand ils sont des œuvres rares et très compliquées, mais c'est un travail de musée, c'est pas secret, mais c'est un travail de longue haleine et d'obtenir les prêts. Et dans ce cas précis, on a eu beaucoup de difficultés à avoir certaines œuvres. Et il y a certaines œuvres qu'on aurait voulu avoir, notamment d'artistes femmes très importantes, qui ont fait des chefs-d'œuvre et qui ne sont pas dans cette exposition, simplement parce qu'elles sont dans des collections inaccessibles. Et il y en a. Mais je suis très content de ce qui est présenté là. On a quand même un panorama très important avec les œuvres phares, à l'exception de peut-être d'une ou deux œuvres qu'on aurait pu avoir, mais on a quand même des compensations, même si une œuvre d'art ne peut jamais être compensée. Si possible, je voulais juste revenir sur... il y a deux points. Un point commun entre les deux intervenants sur la question est-ce que on va à une exposition mieux lorsque on écoute une conférence ou si on y va avec sa sensibilité. Moi, sincèrement, je pense qu'il y a d'abord la sensibilité de celui qui reçoit et que
comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas non plus donner trop d'importance à une quelconque savoir sur l'art, parce que l'art est d'abord ressenti. Donc, c'était juste pour relativiser ce point, mais en même temps, bien sûr, pour débattre, pour rationaliser les choses d'une certaine manière, oui, c'est intéressant. Mais je pense que ça ne remplace pas la sensibilité du percepteur. Hein. Le deuxième point, vous avez tendu une perche sur cette question de la différence entre le soft power et la diplomatie culturelle. Nous avons encore un apprentissage, je pense qu'il est en chemin, il est en cours. Il y a eu plusieurs expériences, d'années du Maroc en France, plein d'expériences qu'il y a eu. Et il y a eu plusieurs manières de gérer ces expériences. Et au fait, à chaque fois, je le précise, à chaque fois que les autorités ont fait confiance de manière inconditionnelle à un professionnel qui avait sa sensibilité, ça a été une réussite. Et à chaque fois qu'il y a eu immixtion et qu'il y a eu amalgame, ça a été mitigé. Ça, je vous le dis, sur les 20 dernières, quasiment les 20, oui, disons depuis 99, voilà, plus de 2 décennies, ayant suivi un peu tout ça, c'est avec cela que je sors comme sentiment, que je voulais partager avec vous. Donc il y a un apprentissage vis-à-vis de l'autonomie du monde de l'art et de la culture, de la part des institutions, qui est un apprentissage, mais il faut qu'on y contribue tous. Voilà. Yo creo que ya nos hemos pasado. Bon, je crois qu'on a dépassé largement notre temps. On pourrait continuer des heures, mais je pense qu'il faut finir. Alors, merci beaucoup d'être venu. Bon, cette rencontre est enregistrée et donc vous le retrouverez sur le site web. Vous pouvez le réécouter pour continuer à réfléchir, à nous penser les uns les autres et ces liens avec le Détroit qui semble si près et si loin. Et je vous rappelle que mardi prochain, nous avons un rendez-vous pour la présence et la visibilité africaine avec Jason et Sarah Babiker. Et demain, nous commençons un atelier pour tisser justement les relations. Nous avons cet atelier merveilleux avec le musée collectif, le musée situé, dit l'oratrice, au Reina Sofia à partir de demain. Et nous présenterons le dimanche au musée cette expérience. Merci beaucoup et on continue donc dans notre confabulation. Merci beaucoup.